Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. À suivre cet après-midi sur notre antenne l'examen d'une proposition de loi qui vise à moderniser le congé maternité. À mes côtés pour en parler, Claire-Lise Campion, sénatrice socialiste de l'Essonne et auteure de cette proposition de loi. Bonjour. Alors pourquoi vouloir moderniser le congé maternité en France alors qu'il est déjà d'une durée de 16 semaines, ce qui place la France dans une situation assez confortable par rapport à d'autres pays ? Dans une situation qui est dans la moyenne à peine, pas une situation particulièrement confortable. Il y a d'autres pays européens voisins comme le Portugal, comme l'Italie, comme le Royaume-Uni ou l'Irlande qui ont davantage de semaines. Donc l'idée c'est de partir d'un constat. Le constat c'est qu'il est difficile, malgré toute la volonté des pouvoirs publics, de concilier la vie professionnelle et la vie familiale, et notamment au moment d'une grossesse et d'une maternité qui annonce l'arrivée d'un nouveau-né. Donc l'idée a été aussi de prendre en compte ce qui est la réalité aujourd'hui. Nous avons 16 semaines de congé de maternité, mais ce que nous constatons, c'est que plus de 70% des femmes, au jour d'aujourd'hui en France, prennent des semaines supplémentaires après avis médical et il est jugé par les congés pathologiques. Congés pathologiques, souvent 2 semaines de congés supplémentaires qui amènent à 18 semaines et qui sont jugés comme nécessaires pour améliorer, je dirais, la période dans laquelle la femme se trouve, au niveau de sa santé bien sûr, et de son équilibre personnel, psychologique et physique après et au moment de l'arrivée du petit. Donc ça aussi, c'est une réalité à prendre en compte. On est pour 70% des femmes françaises plutôt à 18 semaines. La proposition est de partir également de ce qui a été discuté sur le plan européen, sur une proposition de résolution de la Commission et du débat qui a été mené par le Parlement européen au début de l'année 2010, les collègues députés européens étant allés jusqu'à proposer 20 semaines et une indemnisation à 100% du salaire, ce que j'ai donc repris sur le plan national ici au Sénat et qui est discuté cet après-midi. Comment a été perçue cette proposition de loi par la Commission des affaires sociales du Sénat ? Alors, la Commission des affaires sociales a été très intéressée, comme très souvent ou presque à chaque fois que nous avons des débats qui touchent à la société française, qui touchent à la vie quotidienne de nos concitoyens. Les débats sont passionnants. Et les débats l'ont été. Ils ont été, y compris, passionnés. Et ça, c'est une bonne chose. Est-ce que vous avez reçu le soutien de collègues sénateurs ? Alors j'ai reçu le soutien des collègues des sénateurs de l'ensemble des partis et des groupes de gauche. J'ai aussi reçu le soutien partiel, si je peux m'exprimer ainsi, à travers un amendement qui ce matin a été discuté en commission de la part du groupe centriste, amendement qui, propose les 18 semaines, alors que je le répète, nous sommes à 16 et que je propose 20. Donc j'ai émis ce matin un avis de sagesse au sein de la commission. La majorité de la commission n'était pas tout à fait sur ce point-là. Nous allons voir donc cet après-midi ce qu'il en ressortira en séance et je suis ça évidemment et je m'y implique avec beaucoup d'intérêt. Si vous pensez que le gouvernement peut suivre votre proposition de loi et donner un avis favorable ? Alors le gouvernement, je ne sais pas s'il ira jusqu'à suivre et je suis impatiente d'entendre l'avis de la ministre sur ces questions puisque la ministre elle-même, Roselyne Bachelot, avait dit que la France, au niveau du débat européen, n'était pas opposée à 18 semaines. Il fallait simplement le temps, sans doute. Donc, ce que je me dis et ce que nous nous disons, nous les sénateurs socialistes co-signataires avec moi de ce texte, c'est que sans doute des choses dans le débat cet après-midi vont nous permettre de voir les avancées dans l'esprit de chacun, y compris dans l'esprit du gouvernement. Ce que je souhaite, c'est que donc ça puisse servir, si ça ne va pas plus loin cet après-midi, je le regretterai, mais je m'y prépare, c'est que ça puisse faire évoluer vite les choses et qu'on en arrive rapidement à la fois à un congé de maternité prolongé, à une indemnisation meilleure pour que certaines femmes ne vivent pas le fait d'une maternité comme une exclusion en matière notamment salariale et emploi et donc une inégalité professionnelle avec les hommes parce que c'est une réalité aussi. Et puis je touche aussi toute la question des non-salariés qui aujourd'hui sont dans une situation différente. Donc on le voit, je pense, un débat qui va venir enrichir la question et qui nous permettra de déboucher sur d'autres perspectives le plus vite possible.
Merci Claire-Lise Campion d'avoir répondu à nos questions. Je vous laisse regagner l'hémicycle du Sénat. À suivre donc l'examen de cette proposition de loi qui vise à prolonger le congé maternité. Très bonne séance à tous. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi relative à la modernisation du congé maternité en faveur de la protection de la santé des femmes et de l'égalité salariale et sur les conditions d'exercice de la parentalité. Dans la discussion générale, la parole est à Mme Claire-Lise Campion, auteure et rapporteure de la proposition de loi. Chers collègues, nous vous écoutons. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, mes chers collègues, cette proposition de loi dont je suis la première signataire est le fruit d'un constat et d'un contexte. Le constat est le suivant. Malgré la politique familiale volontariste menée par les pouvoirs publics depuis le début des années 90, qui explique en grande partie le niveau élevé des naissances en France, la conciliation des vies familiales et professionnelles demeure difficile, en particulier pour les parents aux ressources les plus faibles. En outre, l'égalité entre les hommes et les femmes reste un principe éloigné des réalités. Dans les faits, les mères continuent d'assumer l'essentiel des tâches de la vie quotidienne et des soins aux enfants, et ce sont elles qui en paient le plus lourd tribut en termes d'emploi et de carrière professionnelle. Le contexte, lui, est européen. Le 3 octobre 2008, la Commission européenne a transmis au Conseil et au Parlement européen une proposition de directive relative à la sécurité et à la santé au travail des femmes enceintes ou ayant accouché. Ce texte, qui est une refonte de la directive fondatrice de 1992, contient 2 mesures phares. L'allongement de la durée minimale européenne du congé de maternité, qui passerait de 14 à 18 semaines, la garantie d'une indemnisation à 100% du salaire mensuel moyen, dans la limite d'un plafond déterminé par chaque État membre. Notre Commission des affaires sociales a déjà eu l'occasion de s'exprimer sur cette directive en cours d'élaboration, puisqu'à l'initiative de notre collègue Annie David, elle a adopté le 27 mai 2009 une proposition de résolution européenne, devenue résolution du Sénat le 15 juin suivant. Depuis cette date, les négociations européennes ont suivi leur cours. Le 20 octobre dernier, le Parlement européen, à une très large majorité, a modifié la proposition de directive en proposant notamment de porter la durée du congé de maternité à 20 semaines, intégralement rémunérée. Pour sa part, le Conseil a consacré en décembre un débat d'orientation à cette proposition de directive, mais sans encore parvenir à définir une position commune. Lors de ce débat, la France s'est déclarée ouverte à l'idée de porter la durée de congé de maternité de 14 à 18 semaines, mais a indiqué ne pas souhaiter aller au-delà. Sur la rémunération à 100% du salaire, elle a considéré que cette proposition ne serait acceptable que si les États membres avaient la faculté de définir un plafond d'indemnisation. Je suis convaincue que ces négociations européennes, qui se révèlent particulièrement vives, sont l'occasion d'approfondir le débat sur le plan national et de faire bouger les lignes. Tel est le sens de cette proposition de loi qui traduit une triple ambition. Moderniser le congé de maternité, renforcer la protection juridique des femmes enceintes ou ayant accouché, qu'elles exercent une activité salariée ou non salariée, et enfin adapter le congé de paternité aux évolutions des structures familiales. J'en viens aux mesures proposées pour atteindre ces objectifs que je présenterai autour de 4 grands thèmes. Premier de ces thèmes, un congé de maternité plus long et mieux indemnisé. Le congé de maternité est une période au cours de laquelle les femmes nouent des liens privilégiés avec leur enfant, liens que les professionnels de santé estiment essentiels. C'est une période de fragilité durant laquelle, tant au niveau physique que psychologique, la femme doit retrouver un équilibre. C'est également une période charnière, déterminante pour l'avenir de l'enfant et de la nouvelle famille. Actuellement, la durée légale de ce congé en France est de 16 semaines pour les mères de 1 ou 2 enfants et de 26 semaines pour les mères de 3 enfants ou plus. Période jugée bien trop courte tant par les professionnels que par les mères elles-mêmes,
qui, selon une enquête récente, souhaiterait à 84% qu'elle soit prolongée. Ces 16 semaines ne permettent pas en effet d'assurer une transition sereine entre le nouvel équilibre familial et le retour à la vie professionnelle, nécessitant la recherche d'un mode de garde satisfaisant. Trop vite et trop tôt, la question de l'accueil se pose et peut être source de culpabilité et de stress pour bon nombre de mères dont la préoccupation principale est encore la relation à leur nouveau-né. Ces appréciations sont confirmées par la pratique puisque la durée moyenne de l'ensemble des congés effectivement pris à l'occasion d'une naissance s'élève à 150 jours pour un premier ou un deuxième enfant, soit 1 mois et 1 semaine de plus que le seul congé légal de maternité. Ces 35 jours supplémentaires correspondent à la prise de congés pathologiques et ou à la mobilisation de jours de congés annuels ou prévus par les conventions collectives. Ainsi, la prescription fréquente par les professionnels de santé des congés pathologiques, plus de 70% des femmes, mes chers collègues, sont concernés, dont cette prescription fréquente démontre que la période de rétablissement psychologique et physique de la mère dépasse largement la durée légale du congé de maternité. Il paraît donc nécessaire de donner une dimension législative, un cadre juridique sécurisé et généralisé à ces pratiques qui correspondent aux besoins de la mère et de l'enfant. Par ailleurs, de nombreux facteurs viennent s'ajouter à la difficulté d'articuler convenablement vie familiale et professionnelle. Je pense notamment à la détérioration sensible des conditions de travail, en partie due à l'évolution de la législation sur le travail le dimanche ou le travail de nuit, l'augmentation du recours aux horaires décalés ou l'allongement des temps de trajet entre les lieux d'habitation et les lieux de pratique professionnelle y contribuent également. Contrairement à une idée reçue, la France n'est pas si généreuse en matière de durée du congé de maternité. Notre pays se situe certes dans la moyenne des États membres, mais derrière de nombreux pays voisins qui vont du Portugal, qui a 17 semaines de congé de maternité, à l'Italie ou au Royaume-Uni et à l'Irlande, jusqu'à 26 semaines pour ces 2 derniers pays. Les auteurs de la proposition de loi sont donc convaincus qu'un congé de plus longue durée permettrait aux femmes de se remettre dans de meilleures conditions de leur grossesse et de leur accouchement, de passer davantage de temps avec leur nouveau-né, de s'occuper des aînés si nécessaire et d'organiser la vie de la nouvelle structure familiale. Le vote très large de nos collègues députés européens en octobre dernier en faveur de l'allongement du congé de maternité constitue donc un signal très fort envoyé aux parlementaires nationaux que nous sommes. Dans ce double souci d'amélioration de la santé et de la sécurité de la mère et de l'enfant et de conciliation des vies professionnelles et familiales, l'article 1er de la proposition de loi propose de porter la durée du congé de maternité à 20 semaines. Il s'agit donc d'un allongement de 4 semaines. Et seulement 4, aurais-je envie d'ajouter. À ce titre, l'argument de l'éloignement des femmes du monde du travail, invoqué pour remettre en cause le congé parental d'éducation dont la durée peut aller jusqu'à 3 ans, n'est pas recevable. Par ailleurs, la salariée enceinte a actuellement droit, en contrepartie de la suspension de son contrat de travail, à des indemnités journalières de maternité servies par l'assurance maladie pendant toute la durée légale de son congé. Or, ces indemnités, égales au salaire journalier de base, diminuées de la part salariale des cotisations sociales et de la CSG dans la limite du plafond de la sécurité sociale, ne correspondent pas à un maintien du salaire. De ce fait, la maternité continue à être perçue par certaines femmes comme une sanction financière. Ceci n'est pas respectueux du principe d'égalité des chances entre les femmes et les hommes, qui impliquerait que les femmes en congé de maternité ne soient pas pénalisées financièrement par rapport à leurs homologues masculins. Mes collègues et moi-même estimons qu'un congé de maternité, quelle que soit sa durée, ne sera réellement protecteur que s'il donne droit au maintien de la rémunération de la salariée. C'est pourquoi l'article 4 du texte pose le principe du versement, pendant le congé de maternité, d'une indemnité compensatrice d'un montant équivalent à son salaire. J'en arrive au deuxième thème, le renforcement de la protection juridique des femmes salariées enceintes ou ayant accouché.
Nous savons que la reprise de l'activité professionnelle constitue souvent, pour la femme qui vient d'avoir un enfant, un moment délicat, comme je le disais, car il lui faut trouver les moyens de concilier obligations familiales et professionnelles. Certaines conventions collectives prévoient la possibilité d'adapter les rythmes et horaires de travail des femmes revenant du congé de maternité. Mais tel n'est pas le cas dans tous les secteurs d'activité. Afin que l'ensemble des salariés puissent bénéficier de telles adaptations, l'article 2 propose que l'entretien professionnel auquel elles ont droit à l'issue de leur congé de maternité porte non seulement sur l'orientation professionnelle, mais aussi sur l'évolution des conditions et horaires de travail. Cette mesure, directement inspirée de la proposition de directive européenne, peut, je crois, faire l'objet d'un consensus parmi nous aujourd'hui. Par cohérence avec l'allongement de la durée du congé de maternité proposé à l'article 1er et dans un souci de plus grande protection des femmes enceintes ou ayant accouché, l'article 3 de la proposition de loi vise à allonger de 2 semaines la période au cours de laquelle il est interdit d'employer une salariée avant et après son accouchement, soit 10 semaines proposées au total alors que nous avons 8 semaines actuellement, et d'1 semaine la période au cours de laquelle il est interdit d'employer une salariée après son accouchement, soit 7 semaines après celui-ci, alors que 6 sont concernées actuellement. Le troisième thème concerne l'extension des droits aux femmes exerçant une activité indépendante. En effet, il est urgent de prendre en considération la situation des femmes exerçant une activité non salariée. Qu'elles soient chefs d'entreprise, femmes artisans, commerçantes, conjointes collaboratrices, exploitantes agricoles, elles ne peuvent actuellement mettre entre parenthèses leur travail trop longtemps, au risque de mettre en danger leur entreprise. Le problème se pose d'ailleurs aussi pour les professions libérales. La législation française apparaît très insuffisante pour permettre à toutes ces mères de vivre pleinement et sereinement l'expérience de la maternité. Nombre d'entre elles sont contraintes de reprendre rapidement leur activité, bien avant le terme légal fixé pour les salariés. Je ne citerai qu'un exemple, les affiliés du régime social des indépendants, qui ne sont pas concernés par la durée légale du congé de maternité de 16 semaines, ne perçoivent l'indemnisation journalière forfaitaire d'interruption d'activité que pendant 74 jours au maximum en cas de naissance simple, ce qui est très inférieur aux 112 jours d'indemnité journalière de maternité qui sont versés par le régime général. Afin de remédier à cette inégalité de fait, l'article 5 pose le principe d'une égalité des droits à congé, que l'activité exercée par les femmes soit salariée ou non. Bien sûr, il ne s'agit pas de nier les spécificités des activités non salariées, lesquelles imposent, plus encore que les activités salariées, de trouver un équilibre entre obligations professionnelles et familiales. Mais le souci de continuité de l'entreprise, parfaitement légitime et louable, ne saurait justifier que la santé et la sécurité de la femme enceinte et celle de son enfant passent au second plan. Dernier thème, enfin, la création d'un congé d'accueil de l'enfant. L'instauration du congé de paternité en 2002 est une grande avancée sociale qui permet aux pères de s'impliquer davantage dans l'accueil et l'éducation du nouveau-né. Ce congé rencontre d'ailleurs de plus en plus de succès. En effet, 2 pères sur 3 le prennent. Toutefois, en l'état actuel du droit, seul le père peut, après la naissance de son enfant et dans un délai de 4 mois, bénéficier de ce congé de 11 jours consécutifs ou 18 en cas de naissance multiple. Or, depuis plusieurs décennies, la société française connaît de profondes mutations des structures familiales. Le modèle familial traditionnel, fondé sur un couple composé d'une femme et d'un homme unis par les liens du mariage et ayant des enfants communs, n'est certes pas contesté, mais il ne constitue plus le seul mode d'organisation de la vie familiale. Ainsi, des hommes sont parfois amenés à participer à l'éducation d'un enfant qui n'est pas biologiquement le leur. De même, au sein des couples homosexuels, la femme n'ayant pas porté elle-même l'enfant est tout autant impliquée dans le projet parental de sa compagne. C'est pour adapter la législation à ces changements sociétaux que l'article 6 crée un congé d'accueil de l'enfant destiné non seulement au père biologique de l'enfant, mais aussi au conjoint de la mère, à son concubin ou à son partenaire de PACS. Pendant ce congé de 14 jours consécutifs,
21 en cas de naissance multiple, la personne recevra une indemnité compensatrice d'un montant équivalent à son salaire. Enfin, je ne ferai que citer rapidement les 2 derniers articles qui organisent la mise en œuvre de la proposition de loi. L'article 7, qui précise qu'elle s'appliquera à l'ensemble des femmes en congé de maternité au moment de la publication de la loi, et l'article 8, qui gage son financement sur le relèvement des droits sur les alcools. Telles sont, mes chers collègues, les dispositions de cette proposition de loi auxquelles, vous l'aurez compris, je suis pleinement favorable. Permettez-moi, avant de conclure mon propos, d'insister sur 2 points sur lesquels, je l'espère, Madame la Ministre ne manquera pas de revenir. Le premier porte sur les conditions d'attribution des indemnités journalières de maternité, lesquelles sont loin d'être une réalité pour toutes les femmes salariées. En effet, la condition exigée par l'assurance maladie des 200 heures travaillées au cours des 3 mois précédant la date du début de grossesse ou la date du début du congé prénatal est particulièrement difficile à remplir pour les femmes qui sont en situation professionnelle précaire, travaillant à temps partiel ou en horaire discontinu. Je pense notamment aux employés de la grande distribution ainsi qu'aux intermittentes du spectacle. Le second point est de portée plus générale. La modernisation du congé de maternité que nous préconisons est indissociable d'une politique familiale volontariste et ambitieuse en matière de mode d'accueil qui permettent d'offrir à chaque ménage la possibilité de faire garder son ou ses enfants à un coût raisonnable. Et malheureusement, nous en sommes encore loin. Conformément à l'accord passé entre les présidents des groupes politiques, la Commission des affaires sociales n'a pas adopté de texte afin que notre proposition de loi soit discutée aujourd'hui dans sa forme initiale. Nous avons néanmoins procédé à des échanges très riches, très constructifs, sur des sujets aussi importants que le retour à l'emploi des jeunes mères, l'implication des pères dans l'éducation des enfants, ou les représentations sociales en matière de partage des tâches entre les hommes et les femmes. Je souhaite, quant à moi, que nos débats, cet après-midi dans l'hémicycle, parviennent à convaincre le Sénat du bien-fondé des mesures que cette proposition de loi comporte et de l'intérêt de l'adopter. Je vous remercie. Merci, mes chers collègues. Alors, dans la discussion générale, la parole est à Madame Roselyne Bachelot-Narquin, ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale. Monsieur le Président, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Madame la Rapporteure, chère Claire-Lise Campion, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, je voudrais d'abord vous remercier, chère Claire-Lise Campion, de porter à l'examen du Sénat une proposition de loi relative à la modernisation du congé de maternité en faveur de la protection de la santé des femmes et de l'égalité salariale et sur les conditions d'exercice de la parentalité. Je suis en charge de la famille, des droits des femmes et de l'égalité entre les hommes et les femmes et je me réjouis donc que ces questions soient abordées dans notre pays comme elles le sont d'ailleurs au niveau européen. Comment ne pas souscrire à votre constat initial ? J'ai déjà moi-même souvent rappelé l'absolue nécessité de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle et de garantir un meilleur partage des responsabilités familiales et professionnelles. Ce sont des exigences incontournables si nous voulons faire avancer les droits des femmes, mais aussi bâtir les conditions d'une société plus juste et plus humaine. Pour autant, si je partage votre constat, je le répète, je discuterai des moyens que vous proposez aujourd'hui. En effet, comme dans toute bonne négociation, avant de demander l'application d'un accord pour améliorer les droits des femmes, je préfère évaluer préalablement les différents intérêts en jeu. J'essaie également d'imaginer des pistes permettant de procurer un bénéfice mutuel aux femmes, mais aussi à l'ensemble des entreprises et à l'État, évidemment. Une avancée sociale doit en effet contribuer à faire progresser l'intérêt général, être partagée par tous.
C'est pourquoi je vous proposerai tout à l'heure de nous investir d'abord dans la négociation collective, d'en explorer les différents compromis possibles, avant de vouloir légiférer ou de prendre des dispositions de type réglementaire. Mais je vais reprendre les 4 thématiques contenues dans votre proposition de loi et vous livrer à leur sujet mon sentiment qui est évidemment celui du gouvernement. Première thématique autour de laquelle vous articulez vos propositions, instaurer un congé de maternité plus long, mieux indemnisé. Pour mémoire, je rappelle les difficultés de nos finances publiques qui ne nous permettent pas actuellement d'envisager des dépenses nouvelles qui auraient pour conséquence d'augmenter les déficits publics ainsi que les charges des entreprises, puisque pour l'instant nous finançons notre politique sociale largement à crédit. Je me suis déjà exprimé sur le sujet lors du dernier conseil dit EPSCO, Conseil des affaires sociales, le 6 décembre dernier, sans les surestimer. Au-delà des coûts nets, je rappelle ce que cela représente pour la sécurité sociale. Pour 2 semaines à 170 millions d'euros, si nous passons donc de 16 à 18 semaines dans le dispositif actuel d'indemnisation, je vous rappelle que les règles actuelles d'indemnisation du congé de maternité français avoisinent les 95,4% du salaire net de l'assuré, dans la limite d'un plafond égal au 1er janvier 2011 à 2 946 €, à 340 millions d'euros pour 4 semaines, si nous passons le congé de 16 à 20 semaines. Si nous acceptions la disposition votée par le Parlement européen qui déplafonne le montant de 2 940 €, la dépense nouvelle s'élèverait à plus de 1,1 milliard d'euros, donc en prenant comme référence la totalité du salaire réel. C'est évidemment une dépense qui est inenvisageable dans l'état actuel de nos finances publiques. Concernant les employeurs, ajouterai-je, ils pourraient constituer dans certains cas, un frein à l'embauche, au développement de leur carrière, à leur progression salariale. Nous avons d'ailleurs quelques alliés contestables dans ce domaine qui verraient une possibilité de ramener les femmes chez elles, ne leur permettant pas ainsi le libre choix entre une carrière professionnelle et le fait de rester à la maison. Les conditions de retour à l'emploi dans les entreprises privées ainsi que dans le cadre de l'exercice de professions libérales peuvent être compliquées en France comme dans l'ensemble des pays européens. Je souhaite donc qu'au préalable, une expertise approfondie soit menée pour bien cerner les conséquences réelles qu'aurait un allongement de la durée des congés sur ces cas particuliers. Parce qu'on fait des comparaisons avec certains pays étrangers, mais ces comparaisons peuvent comporter des biais d'évaluation importants. Par exemple, en Suède, pays qui bénéficie d'une législation sociale très avancée et protectrice, après 1 an de congé parental pour la naissance d'un enfant, les mères intègrent en fait en quasi-totalité le secteur public. Car oui, ce secteur public garantit l'effectivité du retour à l'emploi, mais pas nécessairement les entreprises privées où les conditions de fonctionnement et de gestion des ressources humaines sont évidemment beaucoup plus contraintes. Et ces difficultés, nous ne pouvons les ignorer. Comparaison n'est donc pas raison. C'est pourquoi j'insiste sur la priorité de recourir d'abord à un approfondissement préalable par la négociation collective. Dans ce cadre, il faut impérativement articuler 2 priorités, la préservation de la santé des femmes, la promotion de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et vous l'avez d'ailleurs bien rappelé. Si d'un point de vue de la santé des femmes, l'allongement du congé de maternité se justifie, il peut constituer, notamment dans certains métiers du secteur privé, un frein plus ou moins important à l'emploi et à la promotion des femmes. Nous en avons chacune et chacun un certain nombre d'exemples. Regrettable, certes, mais que l'on est obligé de constater. Par conséquent, il nous faut éviter qu'un allongement souhaitable du congé de maternité puisse aboutir à un résultat contraire à l'intérêt et à la promotion sociale des femmes dans certaines professions. Nous ne pouvons accepter que cet allongement puisse organiser un retrait plus long des femmes du marché du travail et des interruptions d'activité qui pèseront sur leur niveau de rémunération et leur retraite. Deuxième thématique de votre proposition. Renforcer la protection juridique des femmes salariées enceintes ou ayant accouché.
L'entretien professionnel auquel les femmes ont droit à l'issue de leur congé de maternité doit porter non seulement sur leur orientation professionnelle, mais aussi sur l'évolution de leurs conditions et horaires de travail. Là aussi, avant la mise en œuvre d'une mesure législative, il est essentiel d'engager une discussion approfondie avec les partenaires sociaux et cette mesure relève surtout du domaine de la négociation et des conventions collectives. Comme vous l'avez précisé lors de la commission du 25 mai dernier, certaines conventions collectives prévoient d'ailleurs déjà la possibilité d'adapter les rythmes et horaires de travail des femmes revenant d'un congé de maternité. Mais ce n'est pas le cas partout. Pour y parvenir, il faut donc faire mûrir certains esprits et rechercher de nouveaux points de consensus. Vous soulignez que cette mesure est directement inspirée de la proposition de directive européenne. J'avais d'ailleurs fait remarquer le 6 décembre dernier, lors du dernier Conseil EPSCO, Emploi, Politique sociale, Santé et Protection des consommateurs, relatif à l'emploi et aux affaires sociales, que les options du Parlement européen tenaient insuffisamment compte du principe de subsidiarité et qu'elles laissaient trop peu de place au dialogue social. Il est nécessaire d'approfondir les pistes qui permettent d'établir les liens entre les différentes formes de congés familiaux ouverts aux pères et aux mères, notamment le congé de paternité. Il faut se donner le temps d'explorer les options, de discuter avec les partenaires sociaux qui doivent être étroitement associés à ce dossier. Je serais plutôt favorable à l'établissement au préalable d'un constat précis des difficultés actuelles sur le marché du travail en termes de protection. De même, il est nécessaire d'évaluer les conséquences de cette mesure sur le marché du travail des femmes, son degré d'efficacité, ses coûts pour l'entreprise, l'assurance maladie, l'État. On ne peut pas prendre de décision sans avoir un tableau précis des différents besoins de financement. J'en viens maintenant à la troisième thématique, étendre les droits aux femmes enceintes exerçant une activité indépendante, et à la quatrième, créer un congé d'accueil de l'enfant. Comme pour la deuxième thématique, j'ai tendance à juger plus adéquat l'engagement préalable d'une négociation avec les partenaires sociaux, une évaluation des difficultés actuelles, des coûts pour les différentes parties, de l'efficacité et des conséquences d'une telle mesure sur le marché du travail. Je souligne également que pour les femmes exerçant en libéral, pour lesquelles, je le rappelle, j'ai pris un certain nombre de dispositions dans les derniers PLFSS, il est légitime de souligner un autre inconvénient, puisque, effectivement, le congé de maternité, c'est aussi la garantie de retrouver son emploi dans les termes mêmes où on l'a quitté, et qu'effectivement, on ne peut pas apporter cette garantie aux femmes exerçant au libéral, puisque ce congé peut leur faire courir le risque de perdre une partie de leur clientèle. Vous l'avez compris, de nombreux aspects de cette proposition de loi me semblent devoir encore être réfléchis, examinés avec beaucoup d'attention pour nous assurer que nous allons bien dans le sens d'une juste et durable conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. L'ensemble des aspects particuliers doivent être préalablement réglés avant d'aborder la phase législative et de rappeler qu'on ne peut résoudre la politique familiale de notre pays, extrêmement ambitieuse, au seul congé de maternité. La politique familiale de notre pays a de très importantes qualités qui sont saluées, remarquées, reconnues par nos partenaires européens. Nous y consacrons le double de l'effort financier de la moyenne des autres pays européens. Nous y consacrons 5,1% de notre produit intérieur brut en 2007. Je rappelle que cette part n'était que de 4,7% au début du quinquennat de Nicolas Sarkozy. C'est remarquable et grâce à cette politique, nous obtenons les meilleurs résultats en Europe pour la natalité en ayant un des taux d'activité les plus élevés pour les femmes donc en France. Vous le savez, l'avenir de notre pays se joue aussi sur le renouvellement des générations. Il faut donc engager la négociation collective au préalable pour faire progresser les droits des femmes. Comme aucun texte de loi n'est parfait, il faut que la réponse aux contraintes que fait peser la maternité sur l'activité professionnelle des femmes puisse être déterminée au cas par cas, selon les besoins et les spécificités des branches professionnelles, pour s'adapter aux différences qui existent entre le travail dans la fonction publique et dans le secteur privé. Il faut introduire plus de
de souplesse encadrée par la loi après la négociation collective afin d'assurer le respect des principes fondamentaux du droit du travail dans les relations entre employeurs et salariés, pour permettre aux femmes qui souhaitent reprendre le travail plus rapidement après leur accouchement de le faire et ne pas figer le dispositif du congé de maternité. Il me paraît utile d'étudier parallèlement des dispositifs protecteurs de nature législative ou sociale pour les femmes exerçant en libéral ou des fonctions de cadre supérieur en entreprise, comme l'a souligné le sénateur André Lardeux. Je pense important de régler les aspects des cas particuliers, comme la naissance d'un enfant handicapé, où la mère doit pouvoir bénéficier de mesures d'accompagnement, d'aides supplémentaires, ou comme l'adoption, avec la prise en compte des besoins spécifiques que cette adoption implique. Enfin, nous devons maîtriser les coûts pour les finances publiques, réfléchir au mode de financement de ces mesures nouvelles. Le moyen d'une augmentation des droits sur les alcools n'est pas satisfaisant. Vous en conviendrez vous-même. En outre, la tenue prochaine d'un Conseil EPSCO le 17 juin va dans le même sens. Il me paraît plus opportun de réserver notre position en attendant les prochaines évolutions. Ce qui est certain, c'est que sur le sujet, nous devons adopter une vision, une approche globale qui prenne en compte le congé de maternité, mais aussi l'articulation de l'ensemble des congés qui existent actuellement pour conserver la cohérence du dispositif actuel, étudier des conditions de l'intégration des femmes au sein du marché du travail, de la répartition des rôles et des responsabilités entre les femmes et les hommes, ou encore de l'accueil de la petite enfance. Ces différentes dimensions sont liées. Elles seront abordées lors de la conférence sur l'égalité professionnelle et familiale que j'organise avec Xavier Bertrand à la fin du mois. Chère Claire-Lise Campion, votre proposition de loi ouvre un important dossier dont je partage la philosophie. Si je n'approuve pas ce texte aujourd'hui, si je ne peux pas l'approuver en l'état, je veux redire que je réaffirme mon engagement en faveur des droits des femmes et de l'égalité entre les hommes et les femmes. Vous avez donc ouvert un important dossier qui mérite d'être affiné et encore mieux étudié, mais je suis sûr que c'était le sens de votre proposition de loi et je vous remercie de votre travail. Merci, Madame la Ministre. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à notre collègue Marie-Thérèse Bruguière, apparentée UMP. Merci. Monsieur le Président, Madame le Ministre, Mesdames, Messieurs les sénateurs, chers collègues, l'articulation de la vie professionnelle et familiale est un enjeu vrai pour les femmes d'aujourd'hui qui, pour la plupart, souhaitent concilier les deux dans les meilleures conditions possibles. Il est donc de notre responsabilité de prendre toute la mesure de la problématique en présence, à savoir dans le cadre juridique du congé de maternité, pour apporter des solutions appropriées. En l'occurrence, ce n'est pas le cas de la proposition de loi dont nous avons à débattre aujourd'hui et je le regrette. Elle a néanmoins le mérite de soulever des questions importantes pour les femmes et de rappeler l'objectif qui doit être sans cesse poursuivi d'une meilleure protection des femmes dans notre société. La principale objection du groupe UMP que je représente concerne la prolongation de la durée du congé de maternité de 4 semaines. Bien que séduisant, ce dispositif s'avère peu pertinent, voire contre-productif en se retournant contre les femmes concernées. Le risque est réel de fragiliser la situation des femmes dans les entreprises. Pour les employeurs, cela est en effet susceptible de représenter des contraintes importantes. Par ailleurs, en amont, cette mesure pourrait constituer un frein à l'embauche, facteur de discrimination constamment dénoncé, mais difficilement maîtrisable dans les faits. Et ce, d'autant plus que le dispositif proposé du salaire pendant cette période constitue des contraintes supplémentaires que toutes les entreprises ne pourraient pas supporter sans conséquence. La situation actuelle, nous la connaissons. Les emplois partiels concernent majoritairement les femmes. Celles-ci ont moins facilement accès aux postes importants. Rappelons qu'un cadre sur 4 est une femme et des différences injustifiées de salaire persistent. Quant au chômage, nous savons que les femmes sont plus frappées que les hommes. Faut-il en rajouter? Les difficultés sont réelles et le constat de la nécessité d'une meilleure protection de la femme
et partagées, mais nos solutions différentes. Tout d'abord, il convient de s'interroger sur ce que souhaitent les femmes dans ce domaine. Elles seraient plus nombreuses à préférer un congé plus court, mais mieux rémunéré et des modes de garde facilités. Selon une enquête du Crédoc, 70% des familles le déclarent. Nous devons aussi nous pencher sur ce qui existe déjà, comme le congé parental d'éducation qui permet, suite à une naissance ou à une adoption, à tout salarié d'interrompre ou de réduire son activité professionnelle pour élever cet enfant, et le congé de paternité qui permet, à la demande, de bénéficier d'un congé indemnisé d'une durée de 11 à 18 jours calendaires. Par ailleurs, il convient de saluer une mesure gouvernementale récente en faveur des femmes non salariées qui a pour objet d'étendre le congé maternité aux femmes relevant du régime social des indépendants et du régime agricole, ainsi que conjointes collaboratrices des assurés relevant du RSI. En outre, il faut souligner l'efficacité de la politique familiale menée actuellement par le gouvernement, et notamment celle de la petite enfance. Avec 826 000 naissances en 2010, la France bénéficie d'un dynamisme démographique important dont le gouvernement a mesuré l'importance. Près de 90 milliards d'euros sont consacrés à la politique familiale, soit 2 fois plus que la moyenne des autres pays européens. Le gouvernement s'est déjà engagé à créer 200 000 places de garde supplémentaires d'ici 2012. C'est la démarche à préconiser et à amplifier. La priorité absolue doit être donc la même que celle des mères de famille, la création des modes de garde diversifiés. C'est donc dans ce domaine précis que l'action publique doit se concentrer, dans un souci constant d'efficacité et d'aide aux familles. Enfin, les dispositions de la proposition de loi qui nous est soumise généreraient des dépenses supplémentaires conséquentes au niveau des finances sociales qui connaissent déjà, comme vient de le souligner Madame la Ministre, d'importantes difficultés. Quant à la place des femmes dans l'entreprise, elle doit suivre sa progression de façon toujours plus soutenue. Les résultats seront là si les entreprises se sentent pleinement associées et non contraintes. Dans le cas contraire, ce sont une nouvelle fois les femmes qui risquent d'en être finalement les victimes. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à notre collègue Rossel Kroes pour le groupe Union centriste. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, la présente proposition de loi aborde un sujet qui nous concerne tous, et particulièrement les femmes, et dans cet hémicycle, nul ne saurait remettre en cause la nécessité d'adapter le congé de maternité aux évolutions du milieu du travail, que ce soit l'accroissement du pourcentage de la population active féminine ou l'allongement généralisé des temps de transport, notamment en région Île-de-France. En témoigne la résolution de notre Haute Assemblée du 15 juin 2009 portant sur ce thème, ainsi d'ailleurs que la position exprimée par la France dans le cadre de la révision de la directive de 92. À l'initiative des institutions européennes voulant garantir un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, mais aussi mieux protéger les travailleuses enceintes, la Commission a proposé une directive tendant à allonger et à encadrer la durée du congé de maternité, à améliorer son indemnisation et à renforcer la protection juridique des femmes enceintes. La directive prévoit aussi l'assouplissement des rythmes et horaires de travail et le renversement de la charge de la preuve. Si le processus de colégislation européen est avancé, aucun accord définitif n'est encore intervenu et aucune position commune n'a été adoptée sur ce texte. Vous me permettrez d'observer, à l'occasion de cette proposition de loi, que l'intervention européenne mérite davantage notre approbation dans ce rôle social de protection, surtout lorsqu'elle tend vers une harmonisation par le haut, que lorsqu'elle édicte des normes techniques contraignantes dont le citoyen ne comprend pas toujours l'intérêt.
C'est donc dans ce contexte européen que s'inscrit la présente proposition de loi. Nous ne pouvons que souscrire à ces objectifs. Elle s'inscrit dans le cadre d'une politique de santé et de vie familiale. Et bien qu'aucune corrélation ne soit établie entre la générosité du dispositif d'un pays donné et sa dynamique de natalité, le congé maternité est un outil de la politique démographique de notre pays, comme l'est le développement des modes de garde de la petite enfance. Si les intentions sont louables et méritent donc d'être débattues, en revanche, nous ne jugeons pas toutes les mesures proposées des plus pertinentes. Examinons-les. L'article 1er propose de faire passer la durée du congé de maternité de 16 à 20 semaines, soit un allongement de 4 semaines. Il est vrai que, comme le montre très bien le rapport, la France ne figure pas au nombre des pays les plus généreux dans ce domaine. Cependant, le passage brutal de 16 à 20 semaines est excessif et poserait nombre de problèmes pratiques et financiers. En effet, s'il convient de permettre à la mère d'accueillir un nouveau-né dans les meilleures conditions, il ne faut pas non plus perdre de vue l'impératif de sa réinsertion professionnelle et de son retour à l'emploi après une longue coupure. Une logique de protection qui ne laisse aucune souplesse aux femmes, notamment pour répartir leurs congés avant et après l'accouchement, ne tient pas suffisamment compte de la réalité du milieu professionnel ni des contraintes du monde du travail. C'est particulièrement vrai pour les femmes qui occupent des postes de responsabilité ou qui travaillent en indépendante ou tout simplement qui choisissent de consacrer tous leurs congés à leur nouveau-né après sa naissance. On observe aussi que beaucoup de femmes, et pas seulement des cadres, durant leur congé de maternité, veulent maintenir un lien avec leur travail et leurs collègues pour ne pas perdre le fil et mieux préparer leur retour. Raison pour laquelle nous serions favorables au rallongement du congé de maternité de 2 semaines seulement, pour le faire passer de 16 à 18 semaines, une position du reste conforme à la position exprimée par la France dans le cadre de la proposition européenne. Mais dans tout état de cause, cette disposition ne fait pas à elle seule une loi. Et il serait évidemment très prématuré de se prononcer maintenant sur tous les autres aspects du texte, alors que le Conseil n'est pas parvenu à définir une position commune et nous serions contraints, dans une transposition en droit national, de revenir sur un texte que nous viendrions tout juste d'adopter. L'article 2 propose le maintien intégral du salaire pendant le congé de maternité en remplacement du système actuel. Aujourd'hui, le congé de maternité n'est indemnisé qu'à hauteur du salaire journalier brut, diminué de la part salariale des cotisations sociales et de la CSG et dans la limite du plafond de la sécurité sociale. Il s'agirait d'adopter une mesure dont le financement n'est pas assuré et dont le coût est malheureusement connu, 1 milliard d'euros à prendre en charge par l'assurance maladie si la durée du congé est portée à 18 semaines. Est-il opportun d'accroître le déficit en ces temps difficiles pour nos finances publiques ? C'est pourquoi nous souscrivons pleinement à la position de sagesse préconisée par le gouvernement à l'échelon européen, en vertu de laquelle une indemnisation à 100% de salaire est envisageable, mais dans la limite d'un plafond défini par chaque État. L'article 5 étend aux femmes exerçant une activité non salariée les droits des femmes salariées en matière de congé de maternité. L'intention est certes généreuse, mais peu réaliste. Prenons l'exemple que je connais bien des femmes exploitantes agricoles. Tout le monde connaît les difficultés rencontrées par les agriculteurs qui veulent se faire remplacer pour prendre 1 à 2 semaines de congé annuel seulement. Comment imaginer un remplacement de 18 semaines? Le problème est toujours le même. En créant des droits de façon très générale, sans tenir compte des spécificités des métiers ou des secteurs professionnels, on finit par créer des inégalités. Avant la loi,
une large concertation serait souhaitable avec l'appui, comme l'a souligné Madame le ministre, de négociations collectives par secteur. Quant à l'article 6 qui crée un congé d'accueil de l'enfant au bénéfice du conjoint, de la mère, de son concubin ou de son partenaire de PACS, il tente d'adapter, et c'est louable, le droit à l'évolution de la société, mais dans sa rédaction actuelle, il manque de clarté juridique et, on peut le regretter, il ne bénéficie pas aux parents adoptants. Quant à ce coût, il n'est pas chiffré. Pour toutes ces raisons, si nous comprenons l'initiative de Claire-Lise Campion et de ses collègues, si nous saluons la qualité de son travail de rapporteur, la richesse des débats et reconnaissons l'importance de ce débat, moi-même et les membres du groupe de l'Union centriste estimons que ce texte ne peut pas être adopté en l'état aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Merci, mes chers collègues. Dans la suite des discussions générales, la parole est à Françoise Laborde pour le groupe RDSE. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, notre Assemblée débat aujourd'hui d'un sujet qui pourrait constituer une avancée notable pour les femmes en France. Tirant les conclusions de la proposition de directive adoptée par le Parlement européen le 20 octobre dernier, la proposition de loi du groupe socialiste suggère de porter la durée du congé de maternité à 20 semaines. Le législateur européen a instauré un droit plus protecteur, améliorant l'indemnisation du congé de maternité ainsi que la protection contre le licenciement de la femme enceinte ou de la jeune mère, permettant aux femmes reprenant le travail un aménagement des rythmes et horaires de travail dans le sens de leur assouplissement ou encore appliquant le renversement de la charge de la preuve en cas d'infraction de l'employeur. Un congé plus long et mieux indemnisé, une protection renforcée des femmes enceintes en activité salariée ou non salariée, une implication renforcée des pères, voici en quelques mots les avancées proposées par la proposition de loi socialiste et je félicite notre collègue Claire-Lise Campion d'en avoir pris l'initiative. Cette évolution vers un droit plus protecteur n'est pourtant pas sans soulever des inquiétudes ou des réticences. En effet, que ce soit d'une part en matière de lutte contre les discriminations liées à la grossesse envers les femmes sur le marché du travail, d'autre part en matière de financement de ces mesures ou encore de définition de l'homme bénéficiaire du congé de paternité, tout reste encore à pérenniser. Outre l'argument de la santé des femmes enceintes ou de l'égalité des chances dans le domaine professionnel face à la maternité, l'élément qui peut nous rassembler, c'est la politique en faveur de la natalité. En effet, l'Union européenne, dans son ensemble, est confrontée au défi de la démocratie et du vieillissement de nos populations, et notre pays ne fait pas l'exception. Les orientations proposées par cette proposition de loi vont dans le bon sens à long terme. Cela devrait nous obliger à mettre en parallèle des aménagements afin que les répercussions sur le marché du travail ne pèsent pas davantage sur les très petites entreprises, ni par conséquent sur la précarisation des carrières des femmes. Les premiers mois qui suivent la naissance sont une période très importante pour la mère et pour son nouveau-né, comme le démontrent les pédopsychiatres dans leurs publications scientifiques. C'est pendant ce moment précis qu'ils tissent des liens, se découvrent et s'attachent l'un à l'autre. Pourtant, les mentalités n'ont pas encore intégré ce constat comme une priorité d'ordre sociétal. Une récente enquête de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés démontre d'ailleurs qu'allonger la durée du congé de maternité répond à une attente forte de nombreuses femmes et que la majorité de mères prend un congé de maternité plus long. Il s'agit souvent de congés supplémentaires dits pathologiques, pris après l'accouchement pour permettre aux mères d'allaiter plus longtemps, de se remettre de leur grossesse ou de gérer tout simplement une petite dépression postpartum. C'est pourquoi je souscris à la mise en place d'un congé d'accueil de l'enfant d'une durée de 14 jours qui permettrait aux pères, souvent frustrés au début,
mis à l'écart, de tisser des liens avec leur enfant, d'épauler la mère, de s'occuper des autres enfants ou de la maison. Je voudrais évoquer plus longuement les questions de discrimination à l'égard des femmes salariées. Certains soulignent que l'allongement du congé de maternité à 20 semaines creuserait davantage les inégalités entre les hommes et les femmes. Malheureusement, ces inégalités existent déjà et persistent. Dans son dernier rapport, la HALDE fait état de 618 réclamations pour discrimination liée à la grossesse sur l'année 2010. Si la plupart ont lieu pendant ou au retour de la grossesse, certaines se traduisent par l'évincement des femmes par anticipation dès l'entretien si elles déclarent qu'elles envisagent d'avoir un enfant. Selon une étude CSA, 23% des sondés déclarent avoir été interrogés lors d'un entretien d'embauche sur leur volonté ou non de devenir mère un jour. Cette proposition de loi met donc en exergue, Madame la Ministre, un véritable problème de société. Le rôle et la place des hommes, le rôle et la place des femmes, dans un souci d'égalité et dans l'intérêt des enfants et des familles. Tout au long du XXe siècle, les femmes, il faut leur rendre hommage, se sont battues pour mettre un terme aux inégalités et aux discriminations. À force de revendications, de mouvements sociaux, et de propositions de loi comme celle que nous défendons aujourd'hui, l'égalité entre les hommes et les femmes a progressé. Toutefois, dans les faits, il subsiste encore beaucoup trop d'inégalités. Je l'ai dénoncé à maintes reprises lors des débats que nous avons eus en octobre dernier à l'occasion de la réforme des retraites. Les femmes gagnent en moyenne 19% de moins que les hommes. Elles sont surreprésentées dans les emplois à temps partiel, à durée déterminée ou à bas salaire, et sont les plus touchées par le chômage. Et cette situation ne cesse de s'amplifier lorsqu'elles deviennent mères. Aussi, Madame la Ministre, cette proposition de loi doit être l'occasion d'engager une réflexion plus globale sur la société et ses évolutions. Elle doit ouvrir la voie à une politique familiale plus ambitieuse. Nous devons relever le défi de l'aménagement du temps de travail, socialement acceptable pour l'ensemble des femmes qui entendent concilier leur vie familiale et leur carrière professionnelle, sans nuire ni à l'une ni à l'autre. Même si l'on tient compte de l'évolution du rôle des nouveaux pères, les changements de mentalité sont lents. Les tâches domestiques et l'éducation des enfants sont encore aujourd'hui l'affaire des femmes qui doivent mener de front une double journée et sont confrontées à des contraintes telles que les horaires de crèche ou la garde des enfants malades. Je ne reviendrai pas ici sur la problématique posée par les carences en matière de structures d'accueil pour la garde d'enfants, avec un besoin évalué à 400 000 places. Pour éviter que les femmes soient toujours les premières victimes de temps partiel subis, avec des conséquences sur leur carrière et leur retraite, je ne peux qu'être favorable à l'article 2 de la proposition de loi qui prévoit que l'entretien professionnel auquel les salariés ont droit à l'issue de leur congé maternité porte sur l'évolution de leurs conditions et horaires de travail. Oui, des écueils se trouveront sur le chemin. Le congé de maternité est une question sensible au sein des entreprises. Oui, il nous faudra arbitrer pour trouver les financements nécessaires. Oui, il s'agit bien d'un choix de société que nous devons faire. En favorisant ainsi la maternité, nous espérons relever le défi démographique et celui de la natalité, mais celui de l'égalité. Cela a un coût, sommes-nous prêts à l'assumer ? Pour toutes ces raisons, la majorité des sénateurs du Rassemblement démocratique et social européen votera avec conviction ce texte. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Annie David pour le groupe CRC-SPG.
Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je ne reviendrai pas sur le vote du Parlement européen, ça a été largement fait, sauf à dire qu'il dépasse la proposition de la Commission européenne et qu'il dépasse également, Madame la Ministre, la volonté de votre gouvernement qui souhaitait se contenter au cours de ce débat de 18 semaines de congé maternité. S'il reste encore beaucoup à faire pour tendre à une harmonisation vers le haut des droits sociaux au sein de l'Union européenne, il s'agit, malgré tout, d'un pas important dont je me réjouis. Une fois n'est pas coutume, la Commission européenne, confortée par le Parlement, a proposé une harmonisation, certes pas vers le haut, mais médiane, puisque la durée du congé maternité varie de façon importante d'un État à l'autre, avec une moyenne qui se situe entre 16 et 25 semaines. Vous l'avez rappelé, Madame la rapporteure, en citant l'Angleterre. Pour ma part, je citerai la Slovaquie, qui, elle, octroie 28 semaines de congé maternité. Vous le voyez, la France, avec ses 16 semaines, se situe donc parmi les pays les moins bien placés. D'ailleurs, certaines femmes, je vous ai écouté avec attention, Madame la Ministre, d'ailleurs, certaines femmes, pour augmenter leur congé postnatal, s'appuient sur la loi du 5 mars 2007 qui leur permet de reporter au maximum 3 semaines de leur congé prénatal. Or, ce congé répond à des impératifs de santé publique pour la mère comme pour l'enfant. Nous avons d'ailleurs adopté, ça a été rappelé aussi, ici à la Commission des affaires sociales le 27 mai 2009, une proposition européenne dans ce sens qui est devenue, vous l'avez dit, une résolution du Sénat le 15 juin suivant. J'y reviendrai dans un moment au cours de l'article 1. La balle est donc dans le camp des gouvernements européens et la France se doit d'être au rendez-vous. Vous en avez l'opportunité, Madame la Ministre, mais le débat de ce matin en commission ne me laisse que peu d'espoir d'aboutir. Bien au contraire, il me met même très en colère. En effet, entendre, comme cela a été le cas ce matin, que les femmes ne peuvent pas vouloir le beurre et l'argent du beurre, me met véritablement en colère. Ces propos sont indignes de notre Assemblée et il est terrifiant de constater encore de nos jours que des hommes, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que porter un enfant, certains hommes, des hommes j'ai bien dit, pas les hommes, mon cher collègue Ronan, que certains hommes, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que de porter un enfant, de le mettre au monde tout en travaillant, puissent encore penser de la sorte. Et oui, ça me met en colère. De même, les arguments invoqués par votre collègue lors du débat à l'Assemblée nationale et que vous avez repris, Madame la Ministre, ici même, me mettent en colère. Prétexter des contraintes budgétaires en évaluant le coût de cette mesure à 1,3 milliard d'euros par an n'est pas recevable. La santé des femmes et des enfants ne se négocie pas, elle impose, au contraire, qu'on prenne nos responsabilités. Je reprendrai à mon compte les mots de mon collègue Roland Museau, aujourd'hui à l'Assemblée nationale. En effet, mieux vaut être restaurateur que femmes enceintes, car le coût de la mesure de la baisse de la TVA a été absorbé par l'État. Et le coût du congé maternité, lui, ne le serait pas. Alors oui, il s'agit de santé publique et il faut prendre vos responsabilités, Madame la Ministre. D'ailleurs, un récent rapport de votre majorité se prononce pour un allongement du congé maternité, car, je cite, « il possède un grand nombre d'effets bénéfiques tant il permet aux mamans d'établir un lien privilégié avec leurs enfants dans les premiers mois de la vie, qui sont considérés par différents pédiatres comme déterminants pour l'enfant. » Et le regrettable constat du frein à l'embauche dont vous parliez tout à l'heure, Madame la Ministre, ce n'est pas seulement un regrettable constat, c'est un constat qu'il faut combattre. En outre, avec un taux d'activité féminin de près de 80%, l'accueil de la petite enfance est devenu un enjeu majeur pour la conciliation vie familiale et vie professionnelle. Ainsi, dans son rapport au Premier ministre, Michel Tabarot estime que 25% des parents qui se sont arrêtés pour garder leur enfant ont choisi cette solution, et bien souvent, ces mamans, faute d'avoir une autre solution. Cette insuffisance explique pourquoi, en 35 ans, malgré l'arrivée massive des femmes sur le marché du travail, la part des emplois occupés à temps partiel est passée de 13% à 37%. Bien sûr des femmes, et parmi elles, 3 sur 4 souhaiteraient occuper un emploi à temps plein. Mais pour nous, la solution ne passe pas, pour autant, par la création de jardins d'éveil, ni la diversification de structures d'accueil, mais par la mise en œuvre d'un véritable service public de la petite enfance, avec une augmentation du nombre de places offertes. Il en manque
selon les estimations, entre 200 000 à 400 000. Le développement des moyens de garde n'est pas contradictoire avec l'allongement du congé maternité. Au contraire, les deux sont une nécessité pour permettre aux femmes de mieux articuler leur activité professionnelle et leur vie familiale. Concernant le reste de la proposition, et donc la proposition de maintenir dans son intégralité le salaire, proposée également par la Commission et le Parlement européen, nous y souscrivons pleinement, car elle répond à une mesure d'équité. En effet, il n'existe actuellement aucune obligation de maintenir le salaire, sauf convention collective ou accord de branche, ce qui fait que, selon les secteurs, les femmes n'ont pas les mêmes droits. Toutefois, afin de parfaire la protection de la femme enceinte, un autre point mériterait d'être abordé. Cela concerne les femmes contraintes de s'arrêter de travailler pour des raisons de santé liées à leur état de grossesse bien avant le congé pathologique ou maternité. Cette période est assimilée à une maladie et elle est en conséquence génératrice d'inégalités, mais j'y reviendrai lors de l'examen de l'article 1. Un autre point sur lequel je souhaite attirer l'attention de cette haute assemblée et votre attention, Madame la Ministre, Madame la rapporteure l'a d'ailleurs rappelé, concerne la discrimination dont sont victimes notamment les femmes soumises au régime des intermittents du spectacle. En effet, elles se voient fréquemment refuser l'indemnisation de leur congé maternité par la sécurité sociale en raison de la discontinuité de leur emploi. Elles sont doublement pénalisées car n'ayant pas obtenu l'ouverture de leurs droits à la sécurité sociale, elles se voient également refuser l'accès à l'indemnisation chômage. Cette absence de protection sociale pour toute une partie de nos concitoyennes est indigne de notre République. De nombreuses mères victimes de ce système, regroupées sous un collectif, les Matermitantes, ont d'ailleurs saisi la HALDE à ce sujet. Un mot avant de conclure sur les autres points. L'extension proposée du congé paternité redéfini en congé d'accueil pour l'enfant et son allongement à 14 jours. Cette mesure va dans le bon sens, nous semble-t-il. Je relèverai également peut-être quelques incertitudes quant à la rédaction juridique et au fait qu'il faudrait prendre garde à ne pas porter atteinte à l'autorité parentale. Quant à l'article 5, il apporte des droits nouveaux aux femmes non salariées. Nous y souscrivons donc pleinement. Ainsi, cette PPL répond à une nécessité et nous devons aller plus loin encore, mes chers collègues, quoi que vous en disiez, quoi que vous en pensiez. Car si la France possède le deuxième indice de fécondité européen, avec 1,98 enfants par femme en 2009, c'est parce que la plupart d'entre elles peuvent continuer à travailler, même si ce n'est qu'à temps partiel. Toutes les mesures les aidant à concilier travail et famille, ainsi que la valorisation par la société de leur double casquette, favorisent la participation des femmes sur le marché du travail, tout en soutenant le taux de natalité. Vous devriez vous en féliciter plutôt que de crier haro sur leurs droits. C'est pourtant bien dans la stratégie de Lisbonne qu'il est dit que tout doit être fait pour favoriser le travail des femmes. Je conclurai en faisant écho au débat sur les retraites, car l'une des clés pour préserver notre modèle par répartition est bien sûr la nécessité d'avoir un taux de natalité élevé, mais pas seulement. Il s'agit également de revoir la place de la femme dans le monde du travail et permettre qu'elle accède à un emploi stable, à temps plein si elle le souhaite, et rémunéré à la hauteur de la rémunération des hommes. C'est ainsi que l'on combattra les inégalités de pension des retraites. Je vous remercie. Merci, mes chers collègues. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Gisèle Prince pour le groupe socialiste. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui s'inscrit dans le droit fil des initiatives récentes de l'Union européenne visant à garantir les droits des femmes et améliorer leur situation. En effet, en 2008, dans le cadre de la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale, la Commission européenne avait proposé de modifier la directive 92/85 CEE afin de porter la durée minimale du congé de maternité à 18 semaines et de rendre obligatoire un arrêt d'au moins 6 semaines après l'accouchement. Cette proposition contenait d'autres avancées importantes, comme le principe de l'interdiction de licenciement des femmes enceintes,
tout comme le droit de bénéficier de l'ensemble des avantages accordés à leurs collègues pendant leur absence, ou encore la possibilité de demander une modification des horaires et rythmes de travail. Enfin, la Commission européenne a acté le principe du maintien du salaire complet perçu avant le congé maternité. En octobre 2010, le Parlement européen est allé plus loin en adoptant une loi instaurant un congé maternité de 20 semaines minimum, rémunéré à 100% du salaire, suivant ainsi les recommandations de l'OIT. Il s'agit aujourd'hui d'allonger la durée du congé de maternité en France, qui, avec 16 semaines, se situe dans la moyenne basse en Europe. Rappelons par exemple qu'il est de 26 semaines en Italie, de 28 semaines au Danemark. Cette proposition de loi vise donc à adapter notre législation à l'évolution du droit européen. Elle propose d'en augmenter la durée de 16 à 20 semaines. Cela répond à une attente des femmes qui aimeraient rester plus longtemps auprès de leur bébé, mais c'est aussi une question de santé publique. En période prénatale, le congé maternité est une nécessité liée aux implications du travail sur la santé, les trajets en voiture, les transports en commun pour se rendre sur son lieu de travail. En période postnatale, les mères sont fatiguées, et plus encore si elles ont subi une césarienne. L'accouchement nécessite une période de récupération suffisamment longue. Le rejet de principe de cette mesure, au motif qu'elle créerait de nouvelles dépenses publiques et de nouvelles charges pour les entreprises, est selon nous inacceptable. La maternité ne peut pas être considérée comme un fardeau pesant sur les systèmes de sécurité sociale, alors qu'il s'agit de la santé des femmes et du renouvellement des générations. C'est un investissement pour l'avenir. Un autre argument entendu en commission des affaires sociales, selon lequel les femmes seraient plus difficilement employables et tout aussi recevables. Une enquête de 2006 sur l'allongement du congé maternité en France prouve qu'en pratique, la majorité des femmes a recours au congé pathologique, au congé payé ou au congé sans solde pour prolonger le congé maternité. Seulement 12% des femmes ne s'arrêtent que 16 semaines. Cela confirme qu'elles ont réellement besoin d'un congé plus long et que les coûts de ces arrêts pour les entreprises, l'État et les familles existent déjà. Arrêtons d'être hypocrites. De plus, cette proposition de loi oblige l'employeur à évoquer l'adaptation des conditions et horaires de travail avec l'intéressé à son retour du congé de maternité. Elle propose aussi le maintien intégral du salaire, car il n'existe aujourd'hui aucune obligation légale à son maintien. Il dépend des accords passés dans le cadre des conventions collectives. La situation des femmes qui exercent des professions non salariées, chefs d'entreprise, artisans, conjoints collaborateurs, est également prise en compte. Afin de leur permettre de mener à bien leur maternité, la proposition prévoit pour elles le bénéfice d'un congé rémunéré qui prenne en compte leurs besoins de remplacement au sein de l'entreprise. Ce n'est que justice envers ces femmes qui pourront vivre pleinement cette période sans éprouver de culpabilité. Enfin, cette proposition de loi aborde un point essentiel, celui de la présence du père à la naissance de l'enfant. Le congé de paternité, créé en 2001 par Ségolène Royal, alors ministre de la Famille, a été un pas décisif en ce sens. Il développe le sentiment de paternité et l'implication du père dans le partage des tâches. Car nous le savons, les responsabilités familiales et le travail domestique non partagé handicapent les femmes et génèrent des inégalités sur le marché du travail. Malheureusement, seulement 2/3 des pères prennent leur congé de paternité. On peut y voir la persistance de stéréotypes dans la définition des rôles parentaux. La proposition de loi vise donc à mieux appliquer le père par un congé de paternité de 14 jours consécutifs, rebaptisé congé d'accueil de l'enfant. Pour en bénéficier, la personne devra vivre maritalement avec la mère, quel que soit son statut juridique, mari, pacsé, concubin. Ce texte contribue à l'évolution de notre législation pour l'adapter aux réalités actuelles des familles.
C'est un premier pas en attendant une politique plus globale et plus volontariste sur le congé parental d'éducation. Il est très peu répandu chez les hommes à cause de la baisse de rémunération qu'il applique. Aujourd'hui, le père n'est plus seulement le symbole de l'autorité au sein de la famille, il est désormais présent au même titre que la mère pour gérer tous les aspects du quotidien. Beaucoup de ceux que l'on qualifie de nouveaux pères s'investissent dans les soins apportés aux enfants dès les premiers jours. Il faut les encourager et aller plus loin. La France pourrait proposer à tous les couples un dispositif s'inspirant du modèle suédois où le congé parental de 16 mois est mieux rémunéré et partagé entre les deux parents afin d'encourager le partage de l'éducation des enfants. C'est essentiel pour favoriser l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, mais c'est surtout bénéfique pour l'épanouissement de l'enfant. Il faut aussi développer les modes de garde. L'absence de structures d'accueil pour les enfants non scolarisés est réelle dans notre pays. Il reste encore beaucoup à faire. Mais dans l'immédiat, nous vous proposons d'adopter cette proposition de loi. Elle représente un progrès pour la santé des femmes et constitue un premier pas vers une politique familiale plus ambitieuse. Aujourd'hui, nous affichons un taux de fécondité élevé. Nous en sommes fiers, car les enfants sont une richesse pour notre pays. Il faut témoigner de la considération et de l'estime aux futures mères qui parviennent à concilier vie familiale et vie professionnelle. Si l'on veut que les femmes continuent à être des mères, encourageons-les en améliorant leurs conditions de vie. Je voterai pour cette proposition de loi. Merci, mes chers collègues. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Ronan Kerdraon pour le groupe socialiste, dernier orateur inscrit. Il ne s'agit pas d'un homme alibi, je précise. Il en fallait un. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Madame la rapporteure, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui pour évoquer la modernisation d'un des éléments clés de notre politique familiale, à savoir le congé de maternité. Et je suis particulièrement heureux, en tant qu'homme, de m'exprimer dans cet hémicycle, personne n'est parfait, sur une question qui touche tant aux évolutions de notre société qu'à la place que nous souhaitons donner à la femme dans celle-ci. Je veux avant tout saluer l'initiative de notre rapporteure Claire-Lise Campion et les avancées que permet sa proposition de loi. Son contenu est tout à la fois moderne et utile, en cela qu'il répond aux préoccupations de beaucoup de jeunes couples. Le texte dont nous débattons aujourd'hui montre aussi combien le chemin reste long pour aboutir à une égalité réelle entre les hommes et les femmes. La plupart des orateurs avant moi l'ont signalé, les termes de notre débat s'inscrivent dans le cadre d'une harmonisation par le haut des législations européennes. C'est suffisamment rare pour le souligner. En effet, les directives européennes sont souvent vécues, à tort ou à raison, comme un recul pour notre modèle français. Aussi, je me réjouis pleinement de l'adoption, le 23 février 2010, par le Parlement européen, d'un rapport invitant les pays membres à instituer un congé de maternité de 20 semaines. De même que je me réjouis de l'adoption le 8 mars 2010 de la directive sur le congé parental qui porte ce dernier de 3 à 4 mois et qui établit le principe d'un mois non transférable entre parents, ainsi qu'une négociation obligatoire avec l'employeur sur l'aménagement d'un horaire de travail au retour du congé parental. La présente loi s'inscrit dans la lignée de ces initiatives européennes. Alors je voudrais d'emblée écarter l'un des arguments avancés contre notre proposition, à savoir bien évidemment son coût et son financement. Selon les projections du ministère de la Santé et du ministère du Travail, l'allongement, alors je reprendrai l'exemple de 18 semaines qui a été évoqué tout à l'heure, l'allongement à 18 semaines de la durée du congé de maternité coûterait entre 250 et 350 millions d'euros. L'allongement conjoint du congé de maternité
et du congé de paternité coûterait environ 550 millions d'euros. Petite comparaison rapide, je vous rappellerai que la baisse de la TVA dans la restauration a pour sa part conduit à 3 milliards de dépenses fiscales, pour le résultat que nous connaissons tous. La question du financement relève donc d'un choix politique fort et assumé, car il est des dépenses qui sont des investissements pour l'avenir. C'est le cas de notre proposition de loi. Certes, nous avons une politique familiale volontariste. Madame la ministre l'a rappelé tout à l'heure. Notre pays consacre une part non négligeable de son PIB à cette politique familiale, ce qui d'ailleurs place notre pays en 3e position au sein des pays de l'OCDE. Nous disposons également de l'un des meilleurs taux de fécondité, avec 2,02 enfants par femme. Cependant, depuis plusieurs années, les attentes et les modes de vie de nos concitoyens évoluent. La conciliation des vies familiales et professionnelles est au cœur de leurs préoccupations. Toutes les enquêtes le montrent, en particulier celle de l'adresse sur le congé de maternité, lequel est jugé insuffisant par les mères. 84% souhaiteraient s'arrêter plus longtemps. Et les femmes, à juste titre, souhaitent avoir des enfants sans renoncer à leur carrière professionnelle. Or, un chiffre doit nous interpeller tous. Entre 25 et 49 ans, âge où l'activité professionnelle est la plus fréquente, une femme sur 5 n'est pas active. En outre, ce sont celles qui sont le moins qualifiées et qui disposent des ressources les plus faibles qui sont le plus souvent écartées du marché du travail. Remarquons également que pour de multiples raisons, l'âge de la maternité ne cesse de reculer, les femmes devenant désormais mères pour la première fois après l'âge de 30 ans. Nous proposons ainsi, avec l'article 1, l'allongement de la durée légale du congé de maternité à 20 semaines au lieu des 16 existantes. D'ailleurs, la très grande majorité des femmes, ça a été rappelé également, s'arrêtent plus longtemps que les 16 semaines légales, soit qu'elles se soient vues reconnaître une grossesse pathologique, soit qu'elles aient pris des congés supplémentaires après la naissance de l'enfant. Aussi, il me paraît tout à fait judicieux de mettre notre législation en adéquation avec les aspirations des couples et les besoins de l'enfant. L'allongement de la durée du congé de maternité présente également l'avantage de promouvoir une prolongation de l'allaitement maternel en facilitant son installation. Je vais vous donner quelques précisions. Pour bien installer un allaitement durant les premières semaines, il faut au moins 6 semaines. Or, c'est précisément à cette période que la mère commence à penser à la reprise de son activité professionnelle et envisage un sevrage en vue de sa reprise d'activité à la 10e semaine. C'est pourquoi l'Association française de pédiatrie ambulatoire soutient l'allongement du congé de maternité. Alors que la crise économique frappe toutes les catégories de Français, il est difficile d'admettre aujourd'hui qu'encore des jeunes mères de famille puissent être pénalisées financièrement dans le cadre d'un congé de maternité quand leurs employeurs ne sont pas engagés contractuellement à maintenir leur salaire. C'est pour cela que l'article 4 garantit le maintien de l'intégralité du salaire pendant le congé de maternité. Trop d'inégalités subsistent. Il est temps d'introduire des mesures d'égalité pour toutes les mères, qu'elles soient salariées ou non, car en France, le congé de maternité ne va pas forcément de soi. Et je veux, comme ma collègue Annie David, relayer ici l'appel du collectif des matermitantes qui dénonce l'inégalité de traitement dont sont victimes les intermittentes. Pour avoir accès aux indemnités de congé de maternité, la CPAM demande aux femmes enceintes de réunir les mêmes conditions que celles en CDI. Cette lutte contre l'injustice de statut entre les catégories de salariés, entre salariés et non-salariés, doit être prise en compte. C'est le sens même de l'article 5 de cette proposition de loi. L'article 6 du texte propose la création d'un congé d'accueil de l'enfant de 2 semaines, permettant au père ou au conjoint ou à la personne vivant maritalement ou ayant conclu un pacte avec la mère d'être présent auprès de la mère et de l'enfant. La législation doit donc évoluer et ne plus faire référence à un congé de paternité, mais bien à un congé d'accueil de l'enfant ouvert à toutes les familles dans leur diversité. Enfin, nous ne pouvons pas déconnecter notre débat de ce jour de la question de l'offre d'accueil pour la petite enfance. À quoi servirait-il de favoriser la reprise du travail, d'évoquer une meilleure conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, si aucune politique d'accueil ambitieuse de la petite enfance n'est menée? La création d'un service public de la petite enfance était, je le rappelle, une promesse du candidat Sarkozy à l'élection présidentielle de 2007. Une de plus, me direz-vous. Or, disons-le, nous sommes très loin des 400 000 places en crèche promises.
lors de cette campagne. Nous sommes même loin des 200 000 promises pour 2012 et je vous rappelle que nous sommes en 2011. Le débat que nous avons eu ici la semaine dernière sur la petite enfance a clairement mis en évidence ce déficit. Mes chers collègues, ce texte nous permet de faire progresser les droits des femmes. Il améliore la protection de la santé des femmes, fait avancer le droit à l'égalité et permet un meilleur équilibre au sein de la famille entre les parents. Chacun se dit favorable à l'égalité entre hommes et femmes en tout domaine, professionnel, salarial et familial. Ce texte, par conséquent, est le bienvenu. Pourquoi remettre à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui? C'est donc avec enthousiasme, conviction et détermination que je le voterai, que je vous appelle à le voter, car, comme l'a si bien chanté Jean Ferrat, la femme est l'avenir de l'homme. Je vous remercie. Bien. De toute façon, vous êtes d'accord sur ces références littéraires et sur le chanteur et sur le poète. Madame la ministre. Monsieur le Président, je voulais évidemment remercier les sénatrices et les sénateurs qui sont intervenus dans cet important débat pour la qualité de leurs interventions qui étaient bien documentées et qui, évidemment, ont autant que faire se peut abandonné la polémique. Merci encore à Claire-Lise Campion pour avoir lancé ce débat. Je voudrais apporter quelques précisions. Il a beaucoup été question d'exemples européens, et en particulier Annie David et Gisèle Prince. Mais justement, les exemples européens nous montrent la difficulté du dossier. Par exemple, on vante la Slovaquie, avec ses 28 semaines de congé maternité. Ah, qu'on est heureux en Slovaquie. Mais on oublie de dire que la rémunération est à 55% d'un salaire plafonné extrêmement bas. Alors, effectivement, 28 semaines avec 55% d'un salaire plafonné à un niveau très peu élevé, on voit bien que ça suscite quand même un certain nombre d'interrogations, que là encore, comparaison n'est pas raison. Donc, il faut évoquer la durée du congé, mais également son indemnisation, c'est très important. Également, il faut relever que les comparaisons doivent introduire la notion de rang de naissance, qui n'a jamais été abordée au cours de la discussion. Par exemple, en France, pour la 3e naissance, le congé est porté à 26 semaines. À aucun moment, le débat n'a introduit cet élément, qui est un nouvel élément de comparaison. Un nouvel élément de comparaison par rapport à la France. Quid du congé pathologique ? Je rappelle que le congé pathologique de 2 semaines est pris par 70% des femmes. On peut penser que 70% des femmes n'ont pas une grossesse pathologique. C'est donc qu'en fait, pour 70% des femmes, d'ores et déjà, le congé de maternité est à 18 semaines. On en a parlé à aucun moment du débat. On voit des pays également qui considèrent que l'allongement du congé de maternité ou un congé de maternité extrêmement long est vécu pour certains comme une politique délibérée d'éloignement des femmes du marché du travail. C'est parfaitement clair, c'est même parfois revendiqué publiquement par un certain nombre de pays et par un certain nombre de partis politiques qui militent pour le retour des femmes à la maison. Je vous renvoie, et c'est fort intéressant, à certains débats du Conseil européen, du Parlement européen, excusez-moi, certains débats du Parlement européen au moment où on a discuté de l'allongement du congé de maternité. Je prendrai l'exemple de la Bulgarie, par exemple, où on a un magnifique congé de maternité à 58 semaines, où c'est revendiqué comme une mesure d'éloignement des femmes du monde du travail. Nous quittons l'hémicycle du Sénat. Merci à vous d'avoir suivi cette séance. Pour la revoir, notre site internet publicsénat.fr. À suivre l'émission politique de la rédaction de Public Sénat, preuve par 3, avec ce soir comme invité Catherine Tasca, vice-présidente socialiste du Sénat. Très belle soirée à tous.